Alors là, ici, vous avez les 22 articles qui sont catégorisés, qui sont, si je puis dire, qualifiés selon différentes catégories. Alors, parmi les 22 articles, bon, je vais passer le study design, je trouve ça moins intéressant à la présenter, mais une des choses qui m'inquiétait, c'était de voir si on aurait un portrait mondial, parce que cet enjeu-là ne concerne pas que le Québec. On s'entend, la gratuité n'est pas offerte aux États-Unis, en Ontario non plus. Il y a certains pays qui demandent des contributions. Alors, j'étais un peu inquiet là, qu'on ait juste des données en Afrique ou en Asie. J'espérais qu'on ait des données aussi en Amérique pour convaincre nos décideurs aussi. Et bien, c'est ce qu'on a retrouvé aussi quand vous regardez les régions. On a la moitié ou près de la moitié des articles qui ont été publiés à partir d'études réalisé dans les Amériques, surtout l'Amérique du Nord. Puis effectivement, il y a d'autres parties du monde là, qui rapportaient des résultats sur la gratuité. Maintenant, quand on regarde les populations, je vous disais, j'ai inclus dans notre revue pas uniquement des gens qui vivent avec le VIH, je voulais aussi avoir des gens qui sont en contexte de prévention. Alors, on a trouvé 17 articles portant sur des gens qui vivent avec le VIH et 5 articles qui parlent des gens qui sont en contexte de prévention. Puis, si on vient là, sur les issues qu'on cherchait, nous, c'était donc le fait de prendre sa thérapie, le fait d'avoir un virus bien supprimé. Puis, on a intégré aussi la mortalité dans les issues qu'on acceptait. Alors, vous voyez la répartition. C'est surtout là, l'impact qui a été mesuré le plus souvent, c'était celui sur le fait de prendre la thérapie. Donc, le fait de rendre les médicaments gratuits, est-ce que ça permet à davantage de gens de prendre la thérapie? Donc, ça, c'est notre numéro un. La mortalité aussi, il y a un nombre important. Cela dit, la mortalité, c'est de mon point de vue un issue plus, comment dirais, c'est plutôt indirect par rapport au prix des médicaments. Disons que quand on est sur le point de décéder, disons que les coûts par rapport aux médicaments doivent être très importants pour que les inconvénients liés au prix deviennent aussi significatifs. Donc, on a considéré que c'était un objectif plutôt secondaire. Donc, on s'est concentré davantage là, sur le contrôle de la charge virale puis la prise de médicaments. Dans le contexte de prévention, on voit que on a eu davantage d'articles qui portaient sur le risque d'acquérir l'infection. On parle de 4 articles, puis plutôt 2 articles qui portaient sur uniquement la probabilité de prendre la PrEP, ou du moins de la poursuivre si jamais on la prenait déjà, puis qu'il y a des coûts qui rendent les choses compliquées. Je continue avec les résultats. Alors, vous voyez, j'ai essayé de faire un code de couleur pour vous faire voir pour chacune des études qui a été répertoriée si l'effet était positif ou négatif. Fait que vous voyez que pour l'ensemble des études qui portaient sur la prise de thérapie, il y en a 7, c'est généralement favorable. On a une couleur verte là, qui montre que les résultats étaient favorables. Puis ces résultats-là ont été retrouvés dans différentes populations. Si on prend la première étude, elle a été réalisée au Botswana chez des femmes qui étaient en période de grossesse. Alors, on a 37 plus de femmes dans le groupe de gratuité qui prenaient des médicaments quand on leur offrait gratuitement, si on compare à celles qui devaient payer pour les médicaments. Puis on peut continuer comme ça. Vous voyez, Malawi, un autre pays d'Afrique, mais sinon aux États-Unis aussi, il y a des études qui ont été faites, pas juste des vieilles études, certaines études récentes aussi. Puis de façon générale, c'est favorable. Il y a une seule étude qui était défavorable. C'est une étude qui a été réalisée en Chine où on voyait que 2,4 plus de gens cessaient la thérapie lorsque c'était la thérapie gratuite. Je le souligne, en Chine, la thérapie gratuite n'est pas la même que celle qu'on reçoit si on accepte de payer pour l'avoir. Fait que c'est un peu comme ça. Vous avez la thérapie du gouvernement, qui est un vieux schéma de thérapie qui est plus difficile à prendre, qui est moins efficace. Puis vous avez, si vous avez les moyens, la possibilité de vous payer la thérapie moderne, qui, elle, serait plus facile à tolérer là, est plus efficace. Donc, c'est pas très surprenant qu'il y ait eu des effets un peu négatifs, là, mais en même temps, on s'entendra 2,4 de différence. C'est parce qu'il y a un grand nombre de patients qui sont arrivés à démontrer une différence, mais honnêtement, je ne suis pas certain que c'est représentatif là, de notre réalité à nous. Fait que je pense qu'il faut retenir, c'est l'effet global. Là, on voit que globalement, c'était favorable, le fait d'offrir la médication gratuitement. Sur la mortalité, je n'avais pas mis de tableau parce que, comme je vous disais, ça constituait un objectif plutôt secondaire de notre étude, mais je le rapporte quand même. La mortalité était plus faible quand on rendait les médicaments gratuits dans l'ensemble de la littérature qu'on a vue. Il faut quand même reconnaître cependant que la qualité de la littérature qu'on a retrouvée pour étudier la question de la mortalité était plus faible. Donc, c'était plus difficile de tirer des conclusions là, crédibles à partir de ce qu'on avait trouvé.
Je passe à la prévention. Il n'y a pas beaucoup d'articles qui portaient sur l'adoption de la PrEP en réponse là, à la gratuité. C'est deux études américaines qui nous permettaient de voir qu'on avait plus d'abandon de la PrEP quand il y avait des frais. Alors, puis on voit là un frais de 10 dans cette étude américaine-là. Un simple frais de 10 pour les médicaments, c'était suffisant pour doubler le nombre d'abandons de la PrEP. Alors, ça ne prend pas grand-chose. Rappelons-nous, là, les gens qui prennent la PrEP, ce sont des gens qui ne sont pas malades. Ils prennent des médicaments, on leur propose de prendre des médicaments pour prévenir une infection, mais ces gens-là, leur seuil de tolérance par rapport aux irritants de la prévention est peut-être pas très grand parce que ces gens-là ne sont peut-être même pas certains d'avoir besoin d'une prophylaxie. Donc, à mon avis, il faut être assez persuasif là, pour convaincre les gens qui sont en bonne santé d'adopter là, une prise de médicaments. Alors, quand même, les résultats qu'on a trouvés étaient favorables. Euh, donc, on a présenté ces résultats-là. On a eu un accueil qui était très enthousiaste à Glasgow. J'étais très fier là, avec les étudiantes de présenter cette affiche-là. Puis en revenant, quelques semaines plus tard, il y avait un article dans le journal, c'est pas sur notre étude, malheureusement, mais quand même, qui ramenait là, d'actualité la question de l'accès au traitement pour le VIH. Alors, c'est un article, ouais, du mois de juillet, en fait, c'est pas avant, non, c'est novembre, il me semble. En tout cas, c'est un article de 2024 dans la presse où on se plaint encore une fois qu'il y a un manque d'accès aux antirétroviraux au Québec. On parle aussi dans cet article-là de la recrudescence du nombre de nouveaux diagnostics au Québec. Alors, logiquement, il faudrait améliorer l'accès si on veut diminuer le nombre de nouvelles infections. Et le journaliste a demandé au ministère, au MSSS, sa position. Pourquoi est-ce qu'on ne rendait pas les médicaments gratuits au Québec? Et la citation est là. Il n'est pas prévu actuellement de rembourser 100 du coût des médicaments contre le VIH, ceux-ci étant remboursés en partie par le régime général d'assurance médicaments. Alors, c'est vrai, les médicaments pour prévenir le VIH sont couverts par la plupart des assurances, en fait, toutes les assurances qui remboursent là, les médicaments des Québécois, pas 100 par contre. Alors, on dit dans cette citation-là que les personnes vulnérables sur le plan économique, notamment les personnes qui requièrent de l'assistance sociale, on parle de l'aide sociale, ils bénéficient de la gratuité des médicaments. Alors, il faut quand même reconnaître que c'est vrai. Il y a des gens qui ont la gratuité des médicaments. Et pas seulement pour les antirétroviraux. En fait, la plupart des gens qui ont la gratuité pour les antirétroviraux l'ont pour l'ensemble des médicaments qui sont considérés essentiels. Alors, vous avez une liste qui est là. Il faut reconnaître au Québec, pour des gens qui sont dans une situation précaire, en général, il y a des voies d'accès pour avoir de la gratuité, pas seulement pour les antirétroviraux, pour tout. Euh, Si on est mal pris, là, je le rajoute dans cette liste-là, les bénéficiaires des programmes de soutien. Donc, je vous avais montré la première étude que j'ai faite là, sur la question. Donc, pour des gens qui tombent un peu dans les cracks, on a accès à des programmes de soutien des fabricants pharmaceutiques et ça nous permet d'offrir la gratuité à un nombre supplémentaire de gens là, qui ne cadrent pas dans chacune des catégories qui précèdent. L'autre chose que j'aime souligner, si je peux avancer, oui. L'autre chose que j'aime souligner, c'est qu'il existe des programmes de gratuité au Québec, pas pour les antirétroviraux, mais il en existe plusieurs pour toutes sortes d'infections, toutes sortes de maladies ou de problèmes de santé. Alors, si je pense à la tuberculose, entre autres, on a un programme de gratuité universelle. Si vous avez la tuberculose, vous ne paierez pas un sou pour vos médicaments. On a choisi collectivement que c'était la meilleure façon de prendre en charge une maladie qui posait un risque pour la santé publique. C'est la même réflexion qui nous a probablement amené à offrir le traitement gratuit pour l'ensemble des ITSS, là, qu'on parle de chlamydia, gonorrhée, syphilis, etc. Quand on regarde cette liste-là, ça paraît un peu particulier que le VIH ne soit pas là, parce que quand on y pense, le VIH aussi, c'est une infection transmissible sexuellement. Alors pourquoi discriminer celle-là parmi l'ensemble? Il y a probablement une question de coût. Mais chose certaine, moi, je n'ai pas trouvé de logique là, expliquée dans les textes de loi ou ailleurs. Donc, on se demande un peu pourquoi les antirétroviraux ne font pas partie de la liste. Les antirétroviraux sont assujettis à la même réglementation, législation que l'ensemble des médicaments considérés comme essentiels par la Régie de l'assurance maladie ou le gouvernement. Donc, la loi sur l'assurance médicaments spécifie que tous les gens qui contribuent là, à l'achat de leurs médicaments on peut leur exiger de contribuer pour un maximum d'environ 1200 par année. Et puis, s'ils payent au pourcentage, ça ne devrait pas dépasser 33 du coût des médicaments. Alors, pourquoi ça pose problème dans le cas des antirétroviraux? Ben, c'est que ce sont des médicaments très coûteux. Alors, quand on pense au plafond, là, je les ai retranscrits ici,
Quand on pense aux médicaments à Biktarvy, par exemple, très populaire, on parle d'environ 1200 dollars par mois. Cabenuva, c'est un peu la même chose. Dovato, c'est un petit peu moins cher. Mais globalement, même si on prend la Tripla, là, qui est maintenant disponible en forme générique, on a des coûts qui représentent environ là, 340 dollars pour la Tripla, sinon environ 1200 dollars pour les autres. Et tout ça, ça dépasse le seuil où on atteint le plafond établi par la RAMQ. Alors, c'est un peu technique, là, mais dans mon quotidien, là, je passe beaucoup de temps à expliquer aux gens, votre obligation financière pour prendre des médicaments, c'est d'environ 1200 dollars par année. Alors, 1200 dollars par année pour quelqu'un qui a un emploi, qui a une situation financière stable, c'est relativement raisonnable. Mais dans plusieurs cas, ça provoque des scénarios malheureux. Je pense entre autres aux gens qui ont une assurance privée parce que les 1200 dollars à débourser, ils sont à débourser au prorata là, au rythme d'environ 30 là, ou 20 à 30 du coût des médicaments. Alors, ça fait des factures très élevées au mois de janvier, février, quand les plans sont remis à zéro, parce qu'ils sont remis à zéro chaque année. Et c'est là que moi, mon bureau est plein de gens qui viennent parce qu'ils ne sont pas capables de se procurer leurs médicaments. Ça coûte trop cher. Alors, il y a toutes sortes de scénarios comme ça qui font en sorte que les gens peuvent arrêter leur prise de médicaments temporairement, suspendre. Il y en a d'autres qui vont devoir négliger d'autres dépenses considérées comme essentielles. Puis l'autre chose, ben, je vous parle beaucoup de mon bureau, mais c'est parce que moi, moi, je passe beaucoup de temps à gérer ces problèmes d'accès-là. Donc, les professionnels de la santé essaient de soutenir ces gens-là, mais ça nous prend un temps énorme là, pour arriver à gérer. Alors, une autre des questions que je voulais étudier avec la recherche que j'étais en mesure de faire, c'était de quantifier les besoins, justement. Quand on pense à un programme de gratuité, la première question qui nous vient en tête, c'est, mais oui, mais ça va coûter très cher. Alors,